Alright, pétrole. OK, ça va être lourd. D'accord. Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Comme t'explique. Installez-vous confortablement. Allez vous chercher un petit café, un petit chocolat chaud. C'est le genre de vidéo que ça me fait un peu mal de faire. Ah, j'ai envie de crever! Mais je pense que c'est nécessaire de bien comprendre pour comprendre pourquoi faut arrêter de faire ce qu'on fait. Ça fait-tu du sens? Non. Aujourd'hui, on s'attarde à un sujet délicat, tout en étant très lourd. On va parler pétrole. Ouais. C'est une industrie énorme qui a un impact gigantesque sur notre société actuelle. Donc, pour moi, ça allait un peu de mise d'en parler, mais au lieu de prendre le chemin classique et de tout simplement parler de ce qui va pas bien avec le pétrole. Ce que je voulais faire, c'était un peu plus revenir à la base. L'idée, en fait, c'est vraiment qu'on explore comment ça marche, d'où ça vient, ce pétrole-là, parce que qu'on continue de consommer et de raffiner du pétrole, éventuellement, on va épuiser les réserves. Puis il y a plein de choses qui se disent un peu partout par rapport à ça, puis je voulais un peu concentrer cette information-là. Alors, comment ça marche le pétrole? C'est quoi? De qu'est-ce que c'est? Du pétrole, ce que c'est, grossièrement, c'est des restes de dinosaures. Donc le pétrole, il est créé lorsque des restes d'organismes vivants vont se dégrader dans le sol. Au fil des milliers d'années, il y a de la sédimentation qui vient s'ajouter par-dessus, bien évidemment, et le sol compresse cette matière organique-là, cette matière décomposée d'organismes vivants. Et il y a un procédé chimique qui va se faire à ce moment-là à cause de la grande pression que cette matière-là va subir. Ça s'appelle la pyrolyse. Puis la pyrolyse, en fait, va aller changer la structure chimique des éléments organiques qui sont encapsulés à ce moment-là et va créer en fait ce qu'on appelle des hydrocarbures. Les hydrocarbures, ce que ça veut dire, c'est du pétrole ou du gaz naturel. Évidemment, il y a des compositions différentes de pétrole et de gaz naturel, mais grossièrement, la différence, c'est que du pétrole à pression atmosphérique et à température ambiante, c'est liquide, et des gaz naturels à pression et température ambiante, c'est gazeux. Ce qui va se passer souvent, c'est que justement, ces deux matières-là vont se créer par rapport à la pyrolyse, donc les hydrocarbures. Et ça, c'est très profond dans le sol, très souvent. Cependant, évidemment, il y a beaucoup de pression qui se fait à l'intérieur de ça, donc il y a une tendance à ce que ces matières-là veuillent remonter vers la surface. Et en fait, aussi, étant donné que ce procédé-là se passe sur des milliers et même des millions d'années, la tectonique des plaques va aussi avoir un impact et va justement permettre à ces hydrocarbures-là de se déplacer et de remonter vers la surface. Ce qui fait que nous, simples êtres humains, on a la capacité de les trouver éventuellement, c'est-à-dire que ça se passe beaucoup plus profondément dans le sol, la pyrolyse, mais avec ces mouvements-là, les hydrocarbures permettent de remonter plus près de la surface. Qu'est-ce qui fait que le pétrole peut remonter plus proche de la surface mais ne va pas sortir de la Terre? C'est que très souvent, sur la croûte terrestre, dans les premières couches de sédiments qu'on retrouve là, à la surface du sol, on a des roches, on appelle ça des roches couvertures. Le pétrole va être piégé sous cette roche-là et ça va donner justement des gisements. Ça, c'est une des façons que le pétrole peut se retrouver un peu plus près de nous. L'autre façon qu'on connaît très bien au Canada, c'est par les sables bitumineux. Donc, à ce moment-là, le pétrole ne trouvera pas roche imperméable et pourra remonter vraiment jusqu'à la surface. Mais justement, à la surface, qu'on retrouve, c'est du sable. Et donc, le pétrole va se mélanger avec du sable et de l'eau et former les sables bitumineux. À ce moment-là, le pétrole se retrouve vraiment
sorti de la croûte terrestre, se retrouve vraiment à l'air finalement, et ça va le dégrader un peu. Donc le sable bitumineux, en fait, ce qu'on a à l'intérieur, c'est du bitume. C'est un produit, si on veut, pétrolier, certes, mais c'est un peu du pétrole dégradé finalement. Donc c'est pour ça aussi que les sables bitumineux, c'est souvent très très coûteux à traiter en termes de production de pétrole, parce que ça demande énormément de traitement pour arriver à quelque chose qui est vendable sur le marché. Jusqu'à présent, il n'y a aucune méthode qui a été prouvée efficace pour détecter les endroits où sont situés les gisements pétroliers. Pour l'instant, on n'a pas trouvé là, de règles qui dit sous telle roche à tel endroit, il devrait avoir un gisement. Donc, on y va par exploration selon des théories, des avancées de compagnies. On se dit, ah, cet endroit-là, il pourrait peut-être avoir du pétrole. On va acheter ce qu'on appelle des claims pétroliers. Donc, on va acquérir une parcelle de terrain pour faire de l'exploration. Donc, exploration, c'est du forage. On va percer le sol. Puis on va essayer de voir s'il y a une quelconque forme de pétrole sous ces couches sédimenteuses-là. Le pétrole qu'on utilise aujourd'hui, il a en entièreté été produit il y a entre 20 et 350 millions d'années. I'm too old for this shit. Le pétrole et ses sous-produits étaient quand même utilisés par le passé. Entre autres, en fait, on parlait des sables bitumineux. Bien, le bitume, c'est utilisé, ça fait extrêmement longtemps, de par ses propriétés calfeutrantes. C'est un produit que l'on pouvait retrouver, donc à la surface, pas nécessairement besoin là, de creuser des centaines et des centaines de mètres sous le sol. C'est un produit qui, par le passé, a été utilisé par beaucoup de sociétés. Donc, je dirais l'industrie pétrolière qu'on connaît maintenant, ça existe depuis, somme toute, peu. Mais l'utilisation de produits pétroliers, entre autres par le bitume, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Petit historique très très rapido de l'histoire de l'industrie pétrolière. Juste pour vous mettre en contexte, évidemment, je ne suis pas historienne. On a déterminé que le début de l'industrie extractive de pétrole, c'était en 1859. Il y a quelqu'un qui a pris cette décision-là. Évidemment, avec la Première Guerre mondiale, l'utilisation du pétrole va vraiment exploser. Nos besoins en pétrole vont grandir également, donc l'industrie va en profiter à ce moment-là aussi. Et en fait, le pétrole va venir se placer au niveau géopolitique aussi. Il va vraiment avoir une place très très importante à partir de la Première Guerre mondiale. Ensuite, des années 20 aux années 70, c'est ce que j'appellerais l'âge d'or du pétrole. C'est vraiment une période d'expansion sans fin. Les compagnies vont croître et naître de partout. On va découvrir de plus en plus de gisements jusqu'à atteindre un pic, éventuellement, donc dans les années 70, où la découverte de gisements va diminuer. Et à ce moment-là, on va connaître deux chocs pétroliers. Donc un premier en 73 et un deuxième dans la fin des années 70. Et ensuite un contre-choc quelques années plus tard, en 86. Et à partir de ce moment-là, en fait, il va y avoir un énorme yo-yo qui va se faire sur le prix du pétrole, sur l'industrie, sans pour autant qu'elle perde son importance là, au niveau économique et géopolitique. Mais on va avoir une perte de stabilité à partir de ces années-là. En fait, on va se chercher un peu. Et les prix vont varier énormément et vont être extrêmement dépendants d'autres choses aussi. Comme on a une planète qui regorge de trucs qui sont uniques en leur genre, le pétrole lui-même, lorsqu'il est à l'intérieur d'un gisement, est extrêmement variable. C'est pas un composé qui est le même partout. Donc, il a fallu, au niveau mondial, s'entendre un peu sur certaines façons de catégoriser le pétrole. Bon, je vous dirais, on a essayé de s'entendre, ça n'a pas toujours été extrêmement efficace parce qu'il y a beaucoup de pays qui font un peu à leur tête puis qui catégorisent leur type de pétrole un peu comme ils le veulent. Mais ça reste que, globalement, il y a deux grandes façons de catégoriser le pétrole, par sa provenance et par sa qualité.
Donc, provenance, ben ça le dit un peu là, dans le mot, c'est d'où vient le pétrole. Donc, est-ce que c'est du pétrole brut qu'on a extrait d'un gisement? Est-ce que c'est des sables bitumineux? Est-ce que c'est un sous-produit par la synthèse de d'autres produits? Il y a toutes sortes de provenances qui sont possibles, mais très souvent, en fait, c'est est-ce que c'est du pétrole brut qui vient d'un gisement ou est-ce que c'est du pétrole lourd qui vient des sables bitumineux? Maintenant, ce qui a trait à la qualité du pétrole, il y a un indice qui a été inventé par l'American Petroleum Industry. Ça s'appelle la densité API et en fait, c'est justement pour exprimer la densité du pétrole. Bon, fait que c'est tout un petit calcul de justement, selon la température à laquelle on se trouve, la densité du pétrole va lui donner un degré de densité API et ça nous permet de catégoriser justement le pétrole par sa densité et en fait, plus le pétrole est léger, plus le pétrole est convoité, plus c'est du pétrole qui va bien se vendre. Il y a aussi d'autres indices qui permettent de déterminer la qualité du pétrole et qui permettent un peu de le catégoriser, entre autres des teneurs en contaminants du pétrole. Si on a plus ou moins de certains composants qui vont venir amoindrir la qualité du pétrole, c'est une autre façon de catégoriser ces produits-là. Comme le pétrole nous vient sous toutes sortes de formes différentes et qu'il n'y a pas vraiment de standard, ben l'industrie doit standardiser elle-même le produit et va devoir donc raffiner le fameux pétrole. C'est ce qui va permettre de produire les produits pétroliers qu'on connaît. L'essence, le diesel, le mazout, différents gaz aussi, entre autres le butane, le propane, sont des produits qu'on sort du raffinement du pétrole. Évidemment, il y a une panoplie de méthodes de raffinage, mais la méthode, je vous dirais, la plus classique, c'est vraiment la distillation. Donc, l'idée de la distillation, en fait, c'est de permettre aux différents sous-produits du pétrole de s'échapper du mélange et d'être piégés selon leur température d'ébullition. Donc, on va faire chauffer le pétrole, puis à ce moment-là, ben, les différents produits qui ont différentes températures d'ébullition vont monter à la surface, vont être captés et ça va permettre de séparer les différents produits. Les estimations de ce qu'on appelle les réserves actuelles, donc ça c'est les réserves pétrolières prouvées, donc les gisements que l'on connaît et dont on est capable d'estimer les quantités. Ce qu'on disait en 2020, et c'est encore semblable aujourd'hui, si on continue de produire et d'extraire du pétrole à la vitesse où on le fait présentement, il nous resterait environ une 50aine d'années à faire ça avant de manquer de pétrole. Please, sir. I want some more. What? Please, sir. I want some more. Évidemment, ces chiffres-là sont toujours à prendre avec un petit grain de sel, dans l'optique que, justement, ce sont les réserves prouvées. Il y a à chaque année des nouveaux gisements qui sont découverts. Cependant, la tendance depuis justement ces chocs pétroliers-là, c'est qu'il y a de moins en moins de gisements qui sont découverts chaque année. Donc, on le sait que nos réserves sont en train de diminuer. C'est logique, ça prend des millions d'années à se créer du pétrole et en une centaine d'années, on a retiré une énorme quantité. Donc, ma foi, c'est somme toute logique qu'il en reste de moins en moins. Donc ça, évidemment, ça amène différentes questions, ça amène des inquiétudes pour l'industrie, c'est normal, mais ce qu'il faut se dire, c'est que on est voué à l'échec dans l'industrie pétrolière parce qu'on va manquer de pétrole à un moment donné ou à un autre. Donc, ça va de soi de commencer à réfléchir à des solutions pour pallier à ce problème-là. Évidemment, je pense la solution la plus logique, c'est que moins on va consommer de pétrole, plus longtemps on va en avoir dans nos réserves. Évidemment, le pétrole a des utilités qui sont multiples, qui sont infinies presque. Donc, je pense qu'encore une fois, c'est un peu
impossible, improbable de complètement éradiquer le pétrole. Cependant, il y a des avenues où on a la possibilité de le faire, où on a des nouvelles technologies à développer pour nous aider là, à ce niveau-là. Mais c'est un argument de plus du côté de la transition écologique, dans le sens que, certes, c'est néfaste et il faut changer, mais si en plus on te dit « ouais, ben c'est parce que de toute façon, il t'en restera plus », fait que tu pourrais commencer à penser à un petit plan B. C'est pas fou. C'est une belle façon, je pense, d'amener ce changement de pensée-là. Et voilà, c'est un peu ce qui fait le tour de cette petite vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez trouvée pertinente, vous me direz en commentaire. Si vous voulez que j'aille plus en détail sur certains aspects, certains trucs, vous me mentionnerez ça aussi, évidemment. Je veux vraiment avoir de l'interaction avec vous et je veux vous offrir le contenu qui vous intéresse. Moi, j'ai plein d'idées et ça déborde dans ma tête, mais je veux vraiment savoir les questions que vous avez pour pouvoir vous offrir du contenu que vous allez vouloir regarder finalement. Hein? N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est très très important. Comme ça, vous allez pouvoir être au courant lorsqu'il y a du nouveau contenu qui sera présent sur la chaîne. Je vous invite aussi à venir me suivre sur mes autres réseaux. C'est super simple, c'est @cam_t'explique partout. Je vous relâche, vous pouvez aller voquer à vos occupations. Je vous remercie du fond du cœur et allez en paix dans la joie et l'allégresse.